Bonjour, mon nom c'est Elisabeth Fortin. Je suis éleveuse d'alpaga chez Alpaga d'Or et artiste feutrière. Et bienvenue sur ma terre locale. Alors là, ce qu'elle fait, Désirée, est en train de faire un échange de langue avec son bébé. Et en donnant des petits bisous comme ça avec la langue, elle échange en même temps les anticorps. Fait que c'est vraiment bon quand les mamans font ça. Bon. Moi, je regarde toujours mon heure. Là. Quand je suis rendue à 1 heure et quart, j'aime ça que les bébés commencent à se lever et qu'ils soient un petit peu plus actifs. La règle, en fait, la norme, ça serait quand dans de la première heure, l'accouchement comme tel prend généralement 1 heure. Là. Mais une fois que le bébé est arrivé, on aime ça quand dans de la première heure, justement, que le bébé commence à être actif. Puis en dedans de 2 heures, que le bébé commence à boire. Généralement, dans 3 heures, c'est le placenta. Fait que la règle de 1, 2, 3, c'est un peu ça à surveiller pour les nouveaux éleveurs. C'est ce qu'on donne comme guide. Évidemment, il peut y avoir des exceptions. Mais des fois, le petit bébé j'en ai eu un petit bébé dimanche matin, qui a juste 2 jours. Et puis lui, en 40 minutes, il était debout en train de boire. Donc, chaque cas peut être différent. L'autre qui était né 2 jours avant, il a pris 50 minutes avant de décider de se lever. Fait que l'autre, en 40 minutes, il buvait. Alors, elle a l'air pas mal solide, la petite, là. Il peut avoir des problèmes. Bien, en fait, je vais être un peu méchante, là, mais les petits mâles, en général, sont moins vite. mais c'est juste un fait de la nature, de façon générale. Des fois, les petits gars sont vite, mais en général, les petits mâles vont être moins vite. Ça peut prendre des fois jusqu'à 3 heures avant qu'ils se lèvent. Là. C'est pas fréquent. Mais c'est juste que si en dedans de 3 heures, ils n'ont pas encore bu, là, on commence à se poser des questions. On va-tu avoir besoin d'intervenir, donner le biberon, etc.? Est-ce que le bébé va être autonome ou pas dans ses premières journées? Fait que oui, il peut y avoir des fois des interventions. Des fois, ça peut être juste le premier 24 heures, le premier 4-5 heures ou le premier 24 heures ou les premiers 2-3 jours. Chaque cas est différent. Mais je dirais 80 à 90 des cas, il n'y a aucune intervention, mais il y a le 10 des cas où il va falloir intervenir. Donc, c'est soit que la maman, son lait n'est pas descendu encore parce qu'elle a peut-être accouché 2-3 jours avant qu'elle aurait dû. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec la nature des fois. Donc, si le lait n'est pas descendu, il va falloir donner un supplément au petit bébé. Si le lait est là, mais que le bébé n'a pas une croissance normale, parce qu'on pèse le bébé à tous les jours, au moins pendant la première semaine, mais nous, on va y aller quasiment pendant les 30 premiers jours pour être sûr que tout se passe bien. Mais on pèse vraiment tous les jours. Puis s'il n'y a pas une croissance normale au niveau du bébé, bien, c'est pas sur le bébé nécessairement qu'on va intervenir tout de suite, c'est sur la maman. Parce que si le bébé ne croît pas, ça veut dire que la maman ne fournit pas suffisamment de lait. Donc, c'est sur elle qu'il faut intervenir, s'assurer vérifier qu'elle a une bonne production de lait, lui donner des suppléments aux besoins. Il y a des suppléments d'herbes de lactation qui vont aider à faire descendre le lait aussi, qui vont faire une meilleure production de lait. Il y a quelques interventions à faire pour la mère pour s'assurer que le bébé va grandir correctement. Si jamais ça ne marche pas et qu'on a tout essayé, mais la mère, elle n'a tout simplement pas assez de lait, ce qui n'est pas arrivé à date, à ce moment-là, c'est vraiment de donner le biberon au bébé. Puis c'est un biberon, quand un petit bébé comme ça m'est arrivé par contre un petit bébé naissant là, que la mère n'a pas pu lui donner du lait la première 24 heures. Et là, c'est à toutes les 2 heures 24 heures que tu donnes le biberon. Alors, c'est comme un bébé naissant humain, là. Il faut vraiment intervenir. On ne peut pas laisser ça pendant 5-6 heures sans boire. Il faut vraiment qu'il boive aux 2 heures pour être en santé. Alors, dans ce temps-là, ça va être un mélange du colostrum. Bien, au début, le premier 24 heures, c'est le colostrum qu'on va donner. Puis après ça, pour la croissance, ça va être on peut continuer à donner un petit peu de colostrum, mais ça va être un lait, soit un lait de vache concentré, un 3,25 comme on achète dans le marché, au marché, ou bien non, ça peut être du lait de chèvre, d'autres choses comme ça. Les premiers pas. Où tu t'en vas, petite puce? Tu vas explorer? Hein? Tu veux aller explorer? Oh, que tu ressembles à ta sœur. Oui. Pas ta sœur, ta cousine.
Est-ce que vous en... ben, je ne sais pas si vous entendez le petit bruit, mais la petite a fait un petit bruit, puis sa mère aussi. C'est le petit bruit qui fait un contact. C'est pas moi la maman, elle est ici. OK? Viens par ici. La petite, elle va chercher... elle va chercher l'ombre. Donc, la section d'ombre qu'elle va trouver, c'est sous maman. Puis c'est comme ça qu'ils font pour trouver le pis. Quand on est dans un environnement fermé, si elle avait accouché à l'intérieur, justement, entre quatre murs dans une grange, ça peut arriver ce qu'on appelle des wall babies. La traduction, ce serait des bébés de mur, là. Un bébé qui irait dans un coin tété sur le mur parce que c'est là qu'il trouve l'ombre. Fait à ce moment-là, encore là, il faut intervenir un petit peu. C'est pas des cas bien complexes, là, mais il faut juste s'assurer que le bébé a compris que c'est pas là, cette ombre-là qui est supposé de chercher. On le ramène sur maman au bon endroit pour le guider un petit peu. Puis, dépendant des bébés, il y en a qui vont se laisser guider, qui vont accepter qu'on baisse un petit peu la tête, qu'on lui montre où est la tétine. Il y en a d'autres qui veulent vraiment rien savoir. De façon générale, l'alpaga, c'est pas un animal qui aime se faire flatter. Alors, ça peut arriver que le bébé, même à la naissance, comme ça, ne se laisse pas du tout toucher. Puis elle n'a pas l'air si pire, là. Pas trop. Oh, petite patte, petite patte. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait chaud, mais on a un beau petit vent. Alors, c'est ce que j'aime, justement, la petite, elle va pas... Avec le petit vent, je pense pas qu'il y ait de danger. Là. Pour l'instant, il n'y a pas de danger pour la petite qu'elle ait un cas de déshydratation ou autre. Là, elle va juste sécher. Le petit vent la garde quand même assez au frais. Puis tantôt, on va voir comment la température se continue pour voir s'il faut la rentrer à l'ombre ou pas. Ça va bien, Désirée? Hein? Ta première petite fille? Mais oui. Ce matin, quand Désirée elle a commencé justement à pousser, j'étais dans la maison, je l'ai vue qu'elle s'est couchée puis qu'elle commençait un petit peu, c'était clair qu'elle commençait ses contractions. Puis je suis sortie. Puis ça a pris, je dirais, 15-20 minutes là, que là, on a vu le petit nez qui sortait. Et puis, on a ouvert l'enclos ici pour que les femelles s'en viennent de se barrer ici. Puis elle était là avec le petit bébé, le petit nez qui sortait comme ça. Puis elle était tout écartillée, elle marchait tout écartillée, elle suivait le troupeau. Elle, c'est pas grave, je suis en train d'accoucher, mais je m'en vais dans le champ comme tout le monde. Fait qu'il n'y a pas question de rester là. C'est pas difficile pour eux, c'est ça qui est le fun à voir. Les animaux, justement, le fait que la mère n'a pas peur de moi, ça fait en sorte que le bébé comprend que je ne suis pas un danger. Il ne faut pas non plus que le bébé prenne moi pour sa maman. Hein? Viens-t'en, viens, petite fille. Dans les premiers jours, les bébés vont nous suivre plus aussi, puis c'est correct, là. Mais il faut faire attention encore plus vers les petits mâles. Là, c'est une petite fille, c'est pas grave, mais même un petit mâle, ça serait pas grave à la naissance comme ça. Mais quand il commence à avoir quelques jours, là, ou une semaine, 2 semaines, 3 semaines, les petits mâles qui viennent s'approcher beaucoup de nous, qui sont vraiment plus... Bien, des fois, ils vont être affectueux, ils vont vouloir... ils se frottent sur nous, ils vont vouloir nous jouer avec nous. Il faut faire attention. Une petite femelle, c'est moins grave. On peut se permettre d'aller plus proche, d'avoir une relation avec eux un petit peu plus. Les mâles, la différence, c'est que quand ils vont grandir, ils vont commencer à se tirailler un petit peu plus. Fait que des petits mâles, ça joue plus fort que les petites femelles. Viens, Popoune, c'est pas moi. Regarde, viens, regarde. Elle est ici, la tétine. C'est ça que tu cherchais? Hein? Hey, ça va bien, là? Il est là, le petit lait. Viens. Bon. T'es accroché, là. Fait que c'est le parfait scénario. Maman reste bien calme, il n'y a pas de problème. J'ai refait une petite extraction de lait, juste pour l'odeur, pour attirer la petite aussi. Codine, t'es belle.
Bien, moi, j'ai fait une formation assez avancée sur la manipulation, justement, des alpagas. Fait que c'est sûr que du contact, comme je fais là, je ne vais pas continuer ce contact-là, les flatter comme ça pendant longtemps. C'est vraiment juste le premier jour ou deux là, que je vais me permettre de le faire. Après, comme je disais, il faut quand même laisser l'animal être avec le troupeau et non pas avoir une relation hyper proche avec moi. C'est préférable qu'il y ait une relation avec le troupeau. Mais on en a quelques-unes qui sont vraiment des exceptions, justement, qui vont venir aux côtés de moi puis qui se laissent gratter le cou. C'est mes petites chouchous, là. Il y en a toujours. Mais si j'ai maintenant un troupeau de 53 alpagas avec elle, 54, excusez, 54 avec la petite qui vient de naître. S'il fallait que chacun de mes alpagas veuille prendre de mon temps tous les jours pour que je les flatte, je passerais la journée à les flatter. Alors, on peut pas non plus insister pour qu'ils veulent ça, parce que ils vont être malheureux après si on n'est pas capable de leur donner l'attention qu'ils ont besoin. C'est un peu l'envers de la médaille. Mais j'en ai quelques-unes, justement, qui sont plus proches. Le comportement, le tempérament de l'alpaga est très, très, très héréditaire. À un tel point que le père, si le mâle, le macho, c'est un mâle qui a vraiment un tempérament beaucoup plus stressé, plus dominant, et stressé, justement, il ne veut pas se faire approcher, très nerveux, ça se reflète dans le bébé. Fait que nous, on essaie justement avec nos mâles, on a des mâles qui sont vraiment des grands champions de très haute qualité génétique pour l'élevage comme tel, mais le tempérament aussi qui est très important. Alors, c'est des animaux qui sont plutôt calmes, qui sont faciles à manipuler, puis on le voit dans les bébés aussi, la différence. Je dirais que le 80... sur mon troupeau de 50 quelques, j'en ai 2-3 qui détestent la tonte. Les autres se laissent manipuler de façon normale. Ça les stresse un petit peu certains, mais la plupart sont quand même assez dociles. On leur apprend à marcher au licou. Donc, on fait l'entraînement, on fait le sevrage des bébés entre 6 et 8 mois. Les petites filles, nous, notre pratique, c'est de laisser les mamans faire le sevrage, à moins qu'il y ait un problème, justement, que la maman elle serait trop maigre ou il y a une difficulté. À ce moment-là, on interviendrait, ou la maman, le bébé est rendu à 10 mois puis qu'elle ne fait pas encore son sevrage. Là, on aiderait. C'est très rare. On a eu 2 cas où on a presque eu à intervenir justement parce que la mère, la petite était rendue à 9 mois et demi avancée, puis la maman n'avait pas encore fait le sevrage. Mais la petite n'était pas prête émotionnellement, puis la mère non plus. Puis quand ça s'est fait correctement. Au moment où moi, je me disais, là, ça va commencer à être le temps, j'ai vu la mère qui a pris la même décision au même moment. Fait que c'était correct. Pour les petits mâles, on fait le sevrage entre 6 et 8 mois. On n'est pas ferme sur « il y a 6 mois, il faut le sortir ». Il y en a qui sont très stricts sur leur calendrier. Le petit garçon, le petit mâle, il est rendu à 6 mois. On l'envoie dans un pâturage à l'autre bout. Il ne faut plus qu'il voie sa mère. C'est un sevrage complet, c'est plus facile. C'est plus facile pour l'éleveur. C'est pas plus facile pour l'animal, ni pour la mère, ni pour le petit mâle. Il y a quand même une connexion émotionnelle avec sa mère. Ils n'ont pas toutes la même maturité non plus. Fait qu'on y va cas par cas. Chaque petit mâle est différent. Des fois, la plupart du temps, on va essayer de faire le sevrage en groupe. Donc, si on a 3-4 petits mâles qui sont à peu près au même âge, entre 6 et 8 mois, là, généralement, ils vont arriver pas mal tout au même âge. Et là, on va faire le sevrage d'un petit groupe à la fois. Nous, on fait un sevrage de jour, alors graduel. On va les sevrer 2-3 heures de leur mère et ensuite, on les ramène. Ils reviennent avec maman. Ensuite, le lendemain, on va les sevrer un petit peu plus. Puis, au bout de 2-3 jours, là, on fait le sevrage complet le jour, puis on les ramène la nuit avec leur mère. Puis on se rend compte, généralement, je dirais au bout de 4-5 jours, la plupart des petits garçons disent « Bon, j'ai plus besoin de maman, là, je suis un grand garçon, c'est heure, je reste avec les grands. » Puis il y en a d'autres que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Ils reviennent, ils ont besoin encore du contact avec leur mère. À toutes les nuits, ils vont revenir avec maman jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils décident « Bon, j'ai plus besoin. » Fait que là, ils sont corrects. Quand on fait, ceux qui font des sevrages, là, elle boit vraiment toute seule. Ceux qui font des sevrages drastiques, comme je vous expliquais, qu'à 6 mois, on les sève, puis peu importe ce qui se passe, le bébé n'est plus là. Il y a des cas de bébés tellement stressés, ils étaient tellement pas prêts, là. Ils vont longer la clôture, ils vont pleurer, tout ça. Là, les gens disent « Ah, c'est correct, ils bougonnent, mais ça va passer. » Mais ce qui peut arriver, c'est que le bébé ne mangera pas, on ne s'en rend pas compte. Le bébé ne mangera pas pendant 2-3 jours. Puis il y a des cas de bébés qui sont morts
au sevrage parce qu'ils n'ont pas réussi à passer ce stress-là. Ils n'ont pas mangé, leur humaine a arrêté de fonctionner. Alors, c'est quelque chose de très important aussi. Il faut être attentif, il faut regarder le comportement des animaux. Si j'en vois une dans le troupeau qui n'agit pas, ils ont tous leur caractère, ils ont tous leurs habitudes. S'il y en a une qui ne fait pas la même chose que ce qu'elle fait de façon routinière, à ce moment-là, je vais me poser des questions, je vais la surveiller un petit peu. Je vais peut-être faire une analyse de sa selle, de ses selles pour voir si elle n'a pas des parasites, s'il n'y a pas un problème aussi. Je vais juste vérifier si tout va bien. C'était une bonne grande fille, ça. Un petit scénario parfait. On adapte, puis ils ont tous des caractères différents aussi. Fait qu'on faut être capable de s'adapter nos méthodes de travail à chaque animal. Fait que nous, au moment du sevrage, c'est après le sevrage qu'on va commencer l'entraînement au licou. On les entraîne graduellement aussi, puis on les marche, tu sais, ça peut être 5 minutes le premier jour, on va faire du travail avec des petits mouvements, des petits touchés. J'ai fait une formation, je me disais, j'ai fait deux fins de semaine de formation complète, plus une fin de semaine avancée de 5 jours à la ferme aux États-Unis. C'est une femme qui donne la formation depuis 25 ans sur, ça s'appelle Camelid Dynamics, la dynamique des camélidés, parce que c'est des camélidés, évidemment. Et puis, c'est vraiment comment apprendre à manipuler les alpagas, mais comment apprendre à les comprendre surtout. Comment moi, je dois les approcher pour qu'eux se sentent en sécurité. Fait que si l'animal se sent toujours en sécurité, qu'il n'a pas peur de la façon que je l'approche, bien, il va être beaucoup plus collaborateur. On a souvent, je vois beaucoup des gens qui ont tendance à... Ils vont s'approcher vers les alpagas et ils les attrapent comme ça. Et là, ils les retiennent, comme ça. On tient le coup, là. Mais on pourrait faire l'exercice ensemble, là, mais je vous jure que si je vous approche comme ça puis je vous pogne le cou, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça m'étonnerait que vous soyez très collaborateur. Par contre, si je m'approche doucement puis je fais juste vous tenir comme ça, tout doucement, avec un petit massage, ça va faire « Ah, mais qu'est-ce que tu veux? » Fait que c'est plus la réaction de l'animal qui va dire « OK, tu veux que je reste là? OK, je bouge pas. » Puis il ne sent pas qu'il est pris, il sent juste que je vais faire une intervention. Nos animaux sont tous nommés. Tantôt, ils sont enregistrés, ils ont des noms et on leur parle beaucoup. C'est mes bébés, je leur dis leur nom. Fait que quand je suis dans la grange, à chaque fois que je passe aux côtés d'une, je vais dire Kayla, Carmel, Katou, je les nomme tout le temps. Ils connaissent leur nom. Ils ne vont pas venir me voir quand je les appelle. Par contre, ils savent quand je leur parle. Alors, si j'ai une intervention à faire, que ce soit pour tailler les onglons ou pour donner une injection pour une raison X, Y, Z, si on a un vermifuge, besoin d'un vermifuge ou un traitement, à ce moment-là, quand je rentre dans l'enclos, je ne vais pas essayer de les attraper comme ça à l'extérieur. Ça va être quand on est dans la grange. On va les mettre dans un enclos de 10 par 10. Il peut y avoir 5-6 femelles ou mâles, peu importe, là, mais dans un enclos de 10 par 10, 5, 6, 8 animaux. Et je vais rentrer dans l'enclos et je vais nommer celles que je vais chercher. Et là, c'est de ne pas leur faire, de pas essayer de les pogner par surprise. Mais si tu arrives par en arrière et tu le pognes par surprise, bien, la prochaine fois que tu vas passer en arrière, il va se poser des questions, « Vas-tu me pogner? » Versus, s'ils sont tous là, et là, je dis, Tamara, c'est toi que je viens voir. Tamara va se lever les oreilles, elle va me regarder. Elle va essayer de se sauver un petit peu parce que ça ne tente pas de se faire manipuler, c'est sûr. Mais toutes les autres, là, ils ne bougent pas. Parce qu'ils savent que c'est Tamara que je m'en vais chercher. Fait que c'est une relation de confiance qu'on établit avec les animaux. Ils sont très intelligents, ils comprennent notre façon de travailler, en fait. C'est la relation qu'on a avec eux. Versus, j'appelle Tamara, puis si c'est plus pratique que l'autre Katou qui est là, que je pogne Katou, bien, je le ferais même pas. Parce que c'est pas ça qui était prévu, puis je veux qu'ils sachent que quand on planifie quelque chose, c'est comme ça que ça va se produire. Fait que ça fait un troupeau qui est très, très calme. J'ai des éleveurs d'alpagas qui sont venus ici. Ils sont vraiment surpris de voir le comportement de mon troupeau et la relation qu'ils ont avec moi. Et ils ont dit que je les ai réconciliés avec l'élevage d'alpagas. Alors, c'est peu dire, là, vous comprenez que ce n'est pas tous les troupeaux qui sont d'une nature aussi calme que celui-là. Qui achète un alpaga? Écoute, ça va des gens comme nous qu'on veut faire un changement de vie plutôt drastique parce qu'on n'était pas du tout dans l'agriculture avant. On était toutes les deux en informatique. Je ne sais pas si vous connaissez mon background, mais je suis fondatrice de jobboom.com. J'étais vice-présidente des services Internet chez Canoë. J'avais une grosse job, gros stress.
c'est pas la même vie. C'est un choix de changement de vie réel. Mon conjoint aussi est en informatique. On avait tous les deux nos compagnies d'informatique finalement à l'origine. Alors, c'est des gens comme nous qu'on veut faire un retour à la source, autant que des gens qui ont présentement qui ont des élevages de vaches laitières. Il y en a quelques-uns que je connais qui avaient des vaches, qui ont vendu leurs troupeaux, ils ont toujours été en agriculture, ils veulent continuer dans l'élevage, ils tombent en amour avec les alpagas puis ils partent des élevages d'alpagas. Pour eux, le niveau de travail requis pour élever un alpaga, c'est minime comparé à ce que c'est pour des vaches, là. Puis le niveau d'intelligence de l'alpaga aussi est plus le fun. Ce qu'ils m'ont dit, ça a l'air qu'une vache, c'est pas très intelligent. Fait que ça va vraiment de tous les niveaux, mais c'est beaucoup des gens, je dirais qu'en général, c'est des gens de 40 ans et plus, entre 40 et 50 ans. Il va y avoir des jeunes qui s'impliquent aussi dans la trentaine, mais souvent, eux, ils vont faire d'autres carrières avant de commencer à vouloir s'investir comme ça dans les alpagas. Mais il y en a quelques-uns, de plus en plus, là, dans des jeunes trentaines qui commencent leur élevage. C'est sûr que ça prend quand même les reins un peu solides. Il faut être capable de dire, bien, je vais vivre, si je veux vivre de l'élevage d'alpagas, c'est comme n'importe quelle entreprise. Partir une entreprise à 30 ans, est-ce qu'on serait capable d'ouvrir un restaurant ou de partir un dépanneur ou un restaurant ou une shop de vêtements, peu importe. Il faut avoir les finances pour l'acquisition initiale. Puis, dans ce cas ici, c'est l'acquisition des bêtes, c'est l'installation, c'est la ferme, construire une grange s'il n'y en a pas à l'emplacement où on est, les clôtures pour protéger les alpagas. Alors, c'est tout cet investissement-là au début. Et c'est pas la première année nécessairement qu'on va avoir des gros revenus. Donc, il faut bâtir sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut prendre quelques années avant de revenir sur notre investissement. Alors, c'est pour ça que la majorité du temps, c'est comme toute entreprise, ça va être quelqu'un qui a déjà ramassé un petit peu des fonds puis qui va être rendu à 30 ans, 40 ans, qui est capable de partir un élevage comme ça, comme n'importe quelle autre entreprise. On peut acheter des alpagas comme animal de compagnie, mais pas comme un chien qu'on rentrerait dans la maison. Mais si on peut avoir juste un petit terrain avec une cour raisonnablement grande, oui, on peut avoir 3 alpagas. Parce que c'est des animaux grégaires, c'est des animaux de troupeau. Si on a juste un alpaga seul, il va devenir très stressé d'être seul. Elle est correcte ici parce qu'il y a encore d'autres femelles. Si les autres femelles s'en vont, là, elle va vouloir les suivre. Là, elle ne restera pas ici toute seule. Oh, j'aime ça quand ils commencent les petits contacts de même. Fait que c'est ça. Pour partir un élevage, c'est un minimum de 3. Et encore là, ça dépend de ce que les gens veulent. Souvent, si c'est justement pour les animaux de compagnie, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont avoir de 3 à 10 alpagas, juste un petit troupeau pour leur propre plaisir. Souvent, ça va être des petits mâles. Ce n'est pas nécessairement des reproducteurs, donc c'est des mâles à fibres. On dit animal de compagnie, mais c'est plus, dans le fond, en général, un animal à fibres. Un animal de compagnie, ça va être un animal plus âgé ou qui n'aura pas une belle fibre, justement, fait que c'est même pas un animal à fibre. Mais généralement, les gens vont vouloir quand même un animal plus jeune en partant. Et c'est souvent des petits mâles castrés qu'on va vendre à ce moment-là pour des gens qui veulent des animaux comme ça, des animaux de compagnie ou à fibres. Les mâles, encore là, c'est un peu bête à dire, mais de façon générale, on dit qu'il y a 5 des mâles qui méritent d'être reproducteurs. La simple et bonne raison, c'est qu'on veut améliorer la génétique de notre troupeau. Alors, la femelle doit toujours, on espère que la femelle donne toujours un bébé qui va être supérieur à elle. Supérieur au niveau de la conformation, au niveau de la qualité de la fibre, la finesse, la densité. Il y a plein de caractéristiques qui font que l'animal est de belle qualité. Mais pour que le bébé soit meilleur que la maman, il faut que le papa soit meilleur que la maman. Alors, le mâle doit toujours... Excusez-moi, je vais juste essayer d'éliminer la petite... en train de se faire piquer, là. Attends, toi. Petite mouche qui est attirée par les odeurs de la naissance. Qu'est-ce que je disais? Oui, le papa doit être supérieur génétiquement parce qu'on veut que la femelle donne des plus beaux bébés qu'elle. Puis on est pas mal fiers de notre élevage. On a commencé notre élevage, nous, en 2007, avec 2 femelles gestantes. On n'était pas encore installés, alors on a acheté 2 femelles gestantes qui, elles, ont donné naissance au bout de quelques semaines à 2 petites filles. Donc on en avait déjà 4. Et ça a pris presque 2 ans et demi avant qu'on les repatrie ici.
On est arrivé ici en octobre 2009. On a fait les travaux, les clôtures, tout ça. Le 5 décembre 2009, nos alpagas sont arrivés. Alors, à ce moment-là, on était rendu à un troupeau, je crois qu'on avait 9, autour de 8-9 à ce moment-là quand ils sont arrivés ici. On avait acheté nos 2 premières d'une ferme qu'eux les ont gardées en pension. Les premiers bébés sont arrivés là. Et ensuite, on en a racheté quelques autres à d'autres fermes à travers le Canada. Donc, on a des animaux. Nous, on a commencé quand même dans les premiers au Québec. Quand on a commencé, il n'y avait presque pas d'animaux à vendre au Québec en 2007. Les gens, il y avait quelques fermes qui commençaient, mais c'était des débuts d'élevage. Il y en avait quelques-uns qui avaient des animaux à vendre, mais ce n'était pas nécessairement ce qu'on cherchait. On voulait quelque chose de spécifique. Alors, on a acheté des animaux en Ontario, en Colombie-Britannique, au Saskatchewan, Manitoba, Alberta, un peu partout dans le Canada. On est allé chercher différentes génétiques d'animaux de qualité qu'on cherchait. Je vais vous présenter mes petits mâles, mes gros mâles tantôt. On a acheté un mâle pour la nouvelle génétique, justement. On a acheté un mâle en 2010, Gunsmoke, qui est un des plus beaux mâles gris du Canada. C'est un double grand champion national, alors c'est un très beau bonhomme. Et ensuite, en 2011, on est allé chercher Coda, qui est un mâle noir, encore là, un double champion. Et en 2012, fait un par année. En 2012, on est allé chercher un autre mâle, Titanium, qui est le père de cette petite puce-là. Et lui n'a jamais été montré dans les concours, mais on était confiant de sa qualité. Et on voulait, c'est une génétique que je voulais depuis plusieurs années, que je voulais aller chercher cette génétique-là pour l'introduire dans mon troupeau. Alors, je suis bien contente des résultats aussi. On a commencé à avoir de ces bébés l'année passée, et ils sont très, très beaux. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, Désirée, ils ont juste des dents dans le bas, des palettes dans le bas, puis dans le haut, c'est sur leur palais. Puis ils ont des molaires en haut et en bas, mais elle a perdu une dent. Fait que, entre l'âge de 3 et 4 ans, là, souvent, ils perdent leurs dents de bébé. Fait qu'elle a perdu une de ses 2 dents il y a quelques semaines. Tiffy, viens, on va essayer d'aller dans la grange. Est-ce que tu veux venir? Viens. Ouais. You can